Donc 2012 sera marqué par les négociations sur le cadre financier de l'Union européenne pour la période 2014-2020. En tant que membre de la commission développement du Parlement européen, pouvez-vous nous expliquer le rôle de cette commission dans ces négociations budgétaires? Nous avons exprimé notre point de vue quant à la fixation des priorités pour 2013-2020. Nous voulons que l'Union européenne reste toujours en ligne avec le consensus européen de développement de 2005. Je crois que pour ce qui est du montant total alloué à l'aide au développement, il n'y a pas question de remettre en question, en cause, le 0,7%. Donc nous voyons aussi l'apport de l'Union européenne, aide allouée à la Commission et aide des États membres dans leur ensemble. Ce qui importe, c'est aussi d'agir d'une façon cohérente en vue de donner plus de visibilité et plus d'efficacité à l'aide européenne. Bien entendu, il va falloir dépenser des efforts, notamment pour promouvoir les objectifs du millénaire pour le développement. Il ne suffit pas de définir et d'identifier ces objectifs, il y a tout un contexte, tout un ensemble de facteurs qui agissent sur la faisabilité de cet objectif. Donc il y a la gouvernance qui doit être améliorée dans les pays récipiendaires, de meilleurs partenariats, une plus grande implication du secteur privé et des ONG, de la société civile dans ces processus. En juin dernier, donc, la Commission européenne a lancé une proposition législative formelle. Dans le domaine de l'aide au développement, quelles sont les principales évolutions par rapport à l'ancienne perspective financière? Il y a des objectifs permanents. Une meilleure efficacité, on est toujours à la recherche d'une meilleure efficacité. Il y a aussi une promotion des nouveaux acteurs, notamment du secteur privé. Donc il faut entrevoir le développement d'un pays dans son ensemble, tout en restant toujours fixé sur l'objectif du développement. Et le développement, c'est le développement du pays par lui-même, par ses propres moyens. Nous ne pouvons que l'assister en apportant nos moyens, mais la responsabilité, elle, doit être assumée par l'ensemble des acteurs. Quand on connaît notamment le poids de l'économie dans un pays, on sait qu'un pays qui a entre 5 et 7% de croissance arrivera à terme à réaliser les objectifs. Donc la politique d'aide au développement, même si elle doit se concentrer sur certains secteurs sociaux de base, ne doit pas perdre de vue l'ensemble des facteurs qui agissent sur le développement d'un pays. C'est la raison pour laquelle nous voulons plus de cohérence dans l'ensemble des politiques. Quelles seront les prochaines étapes pour le Parlement européen et pour plus précisément la Commission développement dans ces négociations budgétaires? Il faut maintenant attendre la réponse définitive des autres acteurs. Ce qui est à mettre à l'actif de ce processus, c'est la volonté de la Commission d'aller de l'avant et de faire des économies partout, sauf en matière de politique et de développement. Ça, c'est absolument emblématique pour la crédibilité de l'Union européenne. Donc la Commission, elle aussi, assume son rôle. L'Union européenne, qui est un des 28 acteurs, fait donc face à ses responsabilités. Par ailleurs, je crois qu'il faut une plus grande complémentarité entre les acteurs. De mon point de vue, la Commission a vocation à identifier, à formuler et à exécuter les projets d'envergure régionale, donc les très grands projets. Elle a une vocation notamment à développer des partenariats avec les régions, donc en influant aussi sur des partenaires susceptibles d'améliorer la gouvernance régionale. Parallèlement aux discussions budgétaires, la Commission européenne a publié le 13 octobre son agenda pour le changement. Une communication sur l'engagement européen en matière d'aide au développement et de lutte contre la pauvreté. Quelle est votre opinion sur l'importance accrue accordée à la croissance plutôt que sur l'équité comme élément clé de l'éradication de la pauvreté? Croissance et équité vont de pair. Si vous n'avez rien à distribuer, les gens n'ont rien à se mettre sous les dents et donc vous aurez des difficultés à développer les secteurs sociaux de base. Par contre, l'économie est la servante de nos sociétés, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. Donc l'économie doit générer les moyens que ne peuvent pas apporter d'autres partenaires.
Et je suis fermement persuadé qu'avec une bonne conception, une bonne participation des acteurs étatiques, non étatiques dans le cadre d'une gouvernance ouverte, aussi à des acteurs issus de la société civile, ça peut faire bouger les lignes. La Commission européenne fait état dans ce texte de la nécessité d'une différenciation entre pays à faible revenu et pays à moyen revenu. Aujourd'hui, on sait que 75% des personnes pauvres vivent dans les pays à moyen revenu, notamment l'Inde et la Chine. Comment les objectifs du millénaire pour le développement et l'éradication de la pauvreté peuvent être atteints avec une telle approche? Si on devait emprunter la voie de la déresponsabilisation des acteurs qui peuvent eux-mêmes apporter une contribution, on ferait fausse route. Dans ce cas de figure, même les 0,7% ne seraient pas suffisants pour réaliser les objectifs du millénaire pour le développement. Ce qui est important à dire, c'est qu'en Europe, il y a des pays qui connaissent beaucoup de misère à l'intérieur de frontières, qui ont pris l'engagement de porter à 0,7% leur aide publique au développement. S'agissant de certains pays en Europe qui connaissent aussi un problème de la dette souveraine, ils se voient accorder des prêts, ils contractent des emprunts auprès de pays qui sont encore éligibles au titre de l'aide publique au développement, notamment l'Inde, la Chine. L'argent que vous versez dans des projets de développement dans ces pays pour lutter contre la pauvreté, l'OCDE, le comité d'aide au développement de l'OCDE, vous certifie que c'est de l'argent investi dans l'intérêt de la lutte contre la pauvreté. Il faut chercher des voies intermédiaires, des solutions intelligentes pour se désengager, pour procéder à un phasing out, step by step, étape par étape, pour permettre à ces pays qui ont des ressources de les investir aussi dans l'intérêt de la lutte contre la pauvreté. La cohésion des sociétés dans les pays émergents, c'est avant tout leur mission, c'est leur devoir, c'est de leur responsabilité. Quelles sont selon vous les priorités d'action qui doivent être ciblées par ces 20% pour améliorer la santé et l'éducation des pays du Sud? Ces priorités, on ne peut pas les dicter aux pays en développement, c'est à eux de dire ce qu'ils veulent. Et dans la mesure où c'est défendable, où les évaluations ex ante nous donnent une faible chance de réussite, on peut s'engager dans ce processus. Ce qui n'est écrit nulle part, mais qui émane absolument du bon sens, c'est le développement de la sécurité sociale. Là où vous avez la sécurité sociale, vous échappez à la précarité. La précarité en Namibie se définit autrement qu'au Bangladesh ou en Afghanistan. Vous n'avez pas la même situation partout, mais vous pouvez partout générer quelques moyens, mutualiser quelques rares moyens pour développer une solidarité entre populations. C'est le choix que doivent faire ces pays. Ce n'est pas à nous de les développer, c'est à eux de se développer. Il y a quelques exemples qui fonctionnent assez bien. Le Mozambique va réaliser les objectifs du millénaire pour le développement parce que le Mozambique a une politique qui, somme toute, est moins mauvaise que celle des autres partenaires.